Voilà, donc je reprends, c'était pour vous montrer un peu le genre d'objet. Alors, là aussi, donc, comment on a procédé, on a tourné, bon ça j'ai un collègue qui développe plus les aspects audiovisuels, hein, alors je ne vais pas trop en parler moi. On a filmé à 2 caméras, plus vous voyez à un moment on a refait les gros plans sur certains objets, mais après à Ypres, quand vous verrez, il y a un autre film avec Monsieur Yates, là on a filmé qu'à une caméra et ça a très bien marché aussi, mais voilà. Et l'idée en tout cas c'était d'avoir une caméra sur le collectionneur pour avoir sa gestuelle, etc. et une caméra sur les objets. Hein. Voilà, donc ce qui fait qu'après... Alors, le scénario, au début, donc, ce qu'on lui a demandé, c'était d'expliquer. Alors, il aurait peur hein, au début, puis il s'est habitué. Et après, en fait, on a repris la méthode de tout transcrire et on a fait une proposition de scénario et on l'a rediscuté avec lui, avec le musée, etc. Hein, donc, c'est pour dire que toutes ces étapes-là ont aussi été collectives. Alors, je vais peut-être revenir à mon PowerPoint. Ou alors, je vous passerai après pour le musée de l'Union. Je vais repasser depuis le début, c'est pas grave. Voilà, donc l'idée c'était pour ce projet aussi de développer le recueil de témoignages et de réfléchir au dispositif de diffusion de ces témoignages. Donc on a dans ce nouveau projet TEMIX avec le musée naval, en prenant si vous voulez comme base de travail fait avec Philippe Osterling, on a travaillé donc à recueillir de nouveaux, on voulait faire une sorte de ce qu'un collègue appelle transfert de protocole, et moi j'aime pas trop ces termes, mais de dire on a une méthode de travail et on va travailler avec vous, notamment c'est ce que le musée naval de Québec nous demandait, pour développer des nouveaux entretiens. Et on a donc mené pour le musée naval des entretiens donc, avec ce challenge. Je vous disais, le musée naval de Québec est spécialisé, bien entendu, c'est un musée sur toute l'histoire maritime, etc. Alors c'est un petit musée à Québec, mais qui est chef de réseau de l'ensemble des musées. C'est un musée qui dépend de la Défense nationale, hein, et qui est tête de réseau de l'ensemble des musées de la Défense nationale au Québec. Et donc, en fait, ils voulaient mettre en valeur la bataille du Saint-Laurent. C'est pour dire qu'à la fois, il y a aussi des projets un peu historiques derrière, parce que cette bataille du Saint-Laurent est assez méconnue au moment de la Deuxième Guerre mondiale, voilà, et que, puisqu'il y a une sorte d'omerta là-dessus, parce qu'en gros, les Allemands étaient rentrés très très loin dans le Saint-Laurent et menaçaient sur leur territoire directement les États-Unis, et personne n'a voulu le dire, parce que ça aurait fait trop peur, et donc, voilà, donc eux, en fait, voulaient montrer à quel point il y a aussi beaucoup de gens qui avaient souffert de cette bataille. Et il y a un amiral allemand, donc Hartwig, qui a été un peu considéré comme un héros des deux côtés. Alors voilà, parce que, bien entendu, il dirigeait un sous-marin, mais il n'assassinait pas les gens, c'est-à-dire qu'il tirait comme il fallait. Quand le navire était coulé, normalement, apparemment, l'armée allemande avait l'ordre de tirer sur les soldats et de faire tout. Lui, il ne le faisait pas, il se retirait, il estimait qu'il avait fait son travail. Moyennant quoi, il a eu ensuite une médaille canadienne pour la paix. Et il a aussi fait un exploit après qui a été de sauver son équipage, donc là aussi contre les ordres qu'Hitler donnait à l'armée, puisqu'ils se sont fait plus tard prendre prisonniers par les Anglais en sortant, et là aussi donc il a eu une médaille, puisque à part une personne, tout son équipage a été... voilà. Donc, si vous voulez, l'idée du musée naval, c'était de trouver, ils avaient des objets, alors notamment des chapeaux, j'en parlerai, la casquette, donc là à gauche, vous voyez, c'est le Johannes Hartwig, donc le fils, c'est quelqu'un qui a eu ses enfants très tard, donc son fils...
qui nous commente là un journal canadien dans lequel on parle de son père. Au musée de Flandersville de Ypres, on l'a recueilli aussi, c'est pas nous qui l'avons fait. Là, on a travaillé avec le principe du transfert. C'est Ypres qui, en reprenant un peu notre méthode, mais nous, on était là en tant qu'assistants, on va les regarder faire, on va dire, qui a donc recueilli le témoignage d'un vieux monsieur anglais qui est le neveu d'un combattant de la Première Guerre mondiale. On a été très étonnés. Mais bon, là aussi, c'est des gens qui ont eu leurs enfants. Mon petit frère a eu ses enfants tard. Et dans lequel donc, il apporte tous les objets qui appartenaient à son oncle, que la famille avait recueillis. Si je vous montre un petit extrait aussi. Et puis, voilà. Donc, l'idée à chaque fois, c'est, dans le musée, on exposera des objets. Là, c'est au musée de la Résistance de Bondu, donc je vais vous passer l'extrait tout à l'heure. Dans le musée, donc, on expose des objets, mais vous voyez à droite, donc c'est ce qu'on appelle un scapulaire. Voilà tel qu'est l'objet dans la vitrine. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que c'est. Pendant qu'on passe, les gens passent devant cette vitrine, il y a peut-être une petite indication, donc on comprend rien. Et vous allez voir qu'avec la vidéo de M. Déton qui explique ce que c'est, ben, ça change tout. Alors, là je ne suis plus du tout mon texte. On a aussi voulu, donc voilà, le dispositif au musée de la Résistance. Voilà ce que ça donne. L'objet est dans cette vitrine que vous voyez à droite. Et là, on a procédé avec les dispositifs. On a essayé 3 dispositifs différents. On est toujours dans le projet expérimental. Et donc là, c'est un petit iPad en fait. Enfin, c'est pas un iPad, c'est un Android. C'est une petite tablette qui peut être pris à la main par le guide s'il y a un guide, qui peut être posé, qui peut être éventuellement dans les mains du visiteur et dans lequel on donne une série de petits films liés aux objets. Donc la tablette contient une dizaine de petits films liés à différents objets. Voilà. Donc la tablette peut être fixe ou elle peut être mobile. On peut aussi charger le film sur un téléphone. Voilà. Au Musée naval de Québec, là, ils ont fait un truc complètement innovant. C'est pas visible, ça se voit pas bien du tout, c'est ce que je vous présente là. Autour des chapeaux, c'est-à-dire qu'ils montrent les entretiens, en fait, c'est donc le thème de l'exposition, c'est les héritiers des guerres. Et en fait, ce sont les vrais objets qui sont dans la vitrine que vous voyez à gauche. C'est un système d'écran vitrine, c'est-à-dire que le film apparaît sur l'écran lui-même. Je ne sais pas si j'arrive à bien expliquer. Vous voyez à gauche, quand on arrive, il y a les objets. Si on déclenche le film, par exemple, là c'est la casquette de Paul Hardwick à gauche. Si on déclenche le film, ben, le chapeau canadien qui est à droite disparaît et apparaît l'image du fils Johannes Hardwick qui commande ce chapeau. Inversement, si on veut avoir le commentaire sur le chapeau canadien, on va avoir la partie gauche dans laquelle va apparaître le témoin, le fils Fortin, et qui illustre. Donc on a à la fois l'objet tenu en main et décrit par l'héritier et l'objet réel, en fait, qui apparaît. Et au musée de Flandersville, c'est un procédé peut-être un peu plus classique, mais que moi je trouve très parlant. C'est qu'il y a la vitrine. Alors on a fait ça avec eux pour une exposition temporaire. Parce que l'exposition, c'est plus facile en fait. À Bondu, c'est l'exposition permanente, dans une salle qui s'appelle la salle du courage. Et les deux autres, c'est dans des expositions temporaires où c'est plus souple. Voilà. Alors là, donc, on a finalement un écran, comme un écran de télévision classique, et le film qui se déclenche avec les objets en bas. Alors, ce qui est intéressant, c'est notamment la mise en image. Parce qu'on a vu en fait le film, quand on parlait de médiation sensible, le film, alors vous avez vu comment il y a un gros plan à un moment sur les jumelles. Ben, et qu'on voit, quand il dit à Heideton, les inscriptions allemandes et les inscriptions anglaises. Ben, ça n'apparaît que dans le film. Parce que allez vous mettre à 4 pattes, coller votre nez sur la vitrine pour bien voir donc,
on les voit, mais en fait on voit beaucoup mieux les inscriptions, et donc ce que Philippe Osterlinck recrée comme histoire de ces jumelles dans le film. Donc là, on a vraiment un jeu, et c'est pareil pour, dans les objets de M. Yates ensuite, qui sont beaucoup de dessins et de lettres de son oncle. On voit beaucoup, tous les détails, en fait, on les voit dans la vidéo, finalement. Voilà, donc l'idée, c'était de considérer les témoins comme des médiateurs et des partenaires du projet. Je vais revenir là-dessus après. Et je vais vous passer donc 2 autres extraits, si ça va. Oui, alors là, c'est... Après, si vous voulez voir aussi le film sur les douches chinoises, je peux le faire. Hein. Donc là, vous allez voir, j'ai collé 2 éléments. C'est M. Déton, une partie, un extrait de M. Déton sur ce scapulaire, donc, qui appartenait à sa mère, au musée de la Résistance de Bondu. Et puis après, un extrait de l'entretien avec donc le fils du marin qui était sur la corvette canadienne qui était coulée par le héros allemand. Et là, c'est peut-être pour faire transition. J'ai choisi un extrait qui fait transition avec ce que je vais dire. Elle a été condamnée au outrage à l'armée allemande. Elle avait des choix qu'elle a vus sur le journal. Parce qu'on lui donnait le journal qu'après, le journal L'Écho du Nord, ce journal qui collaborait là. Et alors, quand on a vu sa condamnation, en allemand et en français, à ce moment-là, ma mère a découpé les articles et les a mis sur un scapulaire. Le scapulaire qui se trouve ici. Elle avait fait une petite cordelette comme ça, bleu, blanc, rouge, et puis elle mettait ça autour de son cou. Tout ça pour montrer aux Allemands qu'une femme française était fière d'avoir cette condamnation. Voilà. Ah, c'est assez émouvant quand même, parce que même ma mère a eu 6 mois à la prison de Lens. Et comment? Voilà. Alors, si vous voulez, quand je parle de caractère sensible, c'est qu'on voulait aussi laisser des moments émouvants, où, je ne sais pas si vous avez vu, là, quand Philippe Osterlinck rentre les jumelles. Parce que pour lui, c'est une merveille, c'est quelque chose d'extraordinaire que ces jumelles allemandes rentrent dans un étui anglais. C'est du domaine du pas possible normalement, et donc là, il était très très content. Et donc, on laisse aussi ces moments de sensation, si vous voulez. Et là, je trouve que M. Déton, c'est très émouvant quand il fait ça. Alors, le film est beaucoup plus long, hein. Là, il fait 3 minutes. Il raconte toute l'histoire de ce scapulaire. Et là, c'était... Alors là, je suis désolée parce que dans le montage, ça n'a pas très bien... Bon, là, vous voyez dans l'écran vitrine, il y a donc à droite le chapeau de M. Fortin. Et vous voyez donc qu'on a dû le filmer. Tout là, il y avait un procédé de tournage lui-même qui a respecté cet aspect, qu'il soit sur fond blanc et qui ait toute une partie inversée par rapport à l'héritier allemand pour témoigner. Vous avez vu, vous, ce chapeau pour la première fois ou... Je l'ai vu sur sa tombe. Parce que lorsqu'il est décédé, la marine canadienne sont venus à son service et puis ont préparé toute une cérémonie avec la présence de marins, etc., etc. Puis le chapeau était sur sa tombe. Puis là, c'est là que je l'ai vu. En plus que ce chapeau-là, c'est un chapeau qui était comme mon père, qui était secret. C'est un chapeau qui a été gardé dans le haut d'un garde-robe, dans sa boîte, et puis on ne le sortait jamais. Alors, de sortir ce chapeau-là aujourd'hui, ça fait comme... Hein, ce qui sort d'un chapeau, c'est comme une histoire qui sort d'un chapeau, mais c'est l'histoire de mon père. Mais je voudrais rajouter une chose, ce chapeau-là, comme tel, il m'apporte pas beaucoup de choses par rapport à la guerre, mais il me fait connaître des gens qui connaissent mon père, qui ont eu des interviews avec mon père, puis eux autres, on a appris beaucoup de choses, puis qui me l'ont appris par la suite. C'est ça, là, c'est comme une dynamique dans le fond du chapeau, là. Alors, en fait, c'était vraiment ça dont je voudrais parler maintenant. C'est en fait dans ce travail
collaboratif. Donc là, si vous voulez, c'est plus nous qui avons filmé, enfin, on les a accompagnés, on a mis des entretiens, on vous entend la voix, mais c'est quelqu'un de la télévision, enfin, d'une télévision canadienne qui filmait, et là aussi on a montré, enfin, on leur a parlé de notre protocole de tournage, donc c'est le même système, hein, deux caméras, l'une sans objet et l'autre, voilà, et là l'idée que développe André Fortin, elle est importante pour nous, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'eux aussi, les collectionneurs, apprennent énormément de choses. Et M. Yates va le redire tout à l'heure, enfin, je ne sais pas si je vais passer l'entièreté, parce que là c'est beaucoup plus long, en fait, eux, ils acquièrent plein de connaissances aussi grâce au musée. C'est-à-dire que M. Fortin, en fait, ce chapeau, c'est sentimental pour lui, il a toujours été caché. Alors, on a un autre entretien avec le directeur du musée, à qui le père Fortin avait à un moment remis le chapeau en disant ça c'est pour ton musée, et il m'en a raconté toute l'histoire. Et il était un peu sur le coup de l'émotion, parce que pour vous dire, là c'est pareil qu'en Allemagne. En Allemagne on y a été 2 jours, on a vu tout bouclé en 2 jours, le tournage, etc. Et là c'était pareil, au Québec on a été 2 jours, et enfin, on a été plus que ça sur place, et donc on ne peut pas non plus retenir ces gens, ils nous reçoivent chez eux, etc. Leur dire on va venir, vous qui utilisez les caméras, vous savez aussi ce que c'est le matériel avec les lumières, etc. C'est la perche pour avoir une qualité professionnelle en fait, du film. Mais en même temps, il était ravi parce qu'il a appris plein de choses et il était sous le coup de l'émotion parce qu'André Fortin lui a révélé des choses par rapport à son père qu'il ne connaissait pas du tout. Alors, autre recueil là qui a été fait par le musée Flandersfield de Ypres, je vais juste vous en passer un extrait, j'avais noté qu'il fallait. Et puis alors il s'est un peu dégradé parce que quand je l'ai mis sur mon ordinateur, je me suis My name is. J'ai vu. Voilà. Alors au musée de Flandersfield, donc il est parti en anglais. Enfin, après c'est de l'aide sous-titrée, il y a le sous-titrage néerlandais, Time, français. Not allowed to say where. J'ai pris le sous-titrage allemand, français. J'ai vu ça. Ypres, where it's damaged by the bombing and the shelling, and it's taken from a distance. And as I said earlier, there's smoke going up where it's obviously under fire at the time that he drew it. And strangely enough, I've seen a picture in a book of an aerial view, and it's almost the same period because there's all the smoke going up from the town. This one is the one that he took of the Indians that were fighting out there. He's managed to get their autographs underneath, and it might be interesting to know whether anyone would be able to read that name and inform someone in India that their granddad or great-granddad has fought in this war, and there's someone took a drawing of them. And this one here was the one that he'd done of himself. A self-portrait is basically of the face because he's done the body but only in sketch work and he's not filled it in there. There's this church he's done here that is in Ypres, and I've been told that it looks very much like that today, so he must have done quite a good sketch on it at the time when he done it. The church probably had to be rebuilt after he'd done that. And then we have him in his uniform here when he's just before he came over from England. He wasn't in the army very long before he was sent out there because they were so desperate for men, with so many of them getting killed and maimed. This was a photograph of him before he joined the army. He was quite a handsome man. In 2 photographs in a short period, he's gone from a gentleman almost to just a corporal, a private in the army. Oh yes, a miniature of the kilt that he wore in the regiment, and I found that wrapped up in amongst the drawings. Obviously my aunt had been taken with it, and she put it in there as a memento of his time in the army and the war. That's the same kilt as the Liverpool Scots, and these are the letters that he wrote to his brothers and sisters. There's a horse there. He's got a back view of a horse. I don't know why he's showing a back view of it, but
he's got a back view there. There is one here, it's only a very small sketch that he's done while writing the letter, and it's him sitting on the side of the trench with his legs across the other side, and he's got the pad in his knees, and writing his letter through England. It's obviously someone that he's friendly with in the trench, and he's caught him kneeling down there, hiding from the shell fire, I expect. But he's done that while writing the letter. Another one he's done in the note. He's got through his regiment sitting on the sandbags at the side of the trench there, trying to get a sleep in while people are walking backwards and forwards during the calmer time of the battle. There's another one that he'd done, and this is dated on June the 8th, and he actually died in June, so it must have been one of the last drawings that he'd done. A Belgian cart. He used to come round with bread and eggs and chocolates for the troops there. In winding up, as I have said earlier on, that it is all to show that he wasn't just a number fighting out here, like so many thousands others. They all had an individual life that they lived in, and it was all wiped out in this battle that they had in the 1418 war, as in so many wars. Voilà, donc là, là ça a été fait, enfin, tout le tournage, la connaissance de Monsieur Yates qui est arrivé par le train de Londres à Ypres, qui arrive à Lille et qui part à Ypres, il y a quand même une petite heure de route après. Il est resté une journée au musée. Il est arrivé avec l'idée de montrer des dessins et à la fin de la journée, il a dit en fait je les donne au musée. Je donne tout, enfin, tout ce qu'il a apporté, il l'a donné. Donc on s'est rendu compte, nous on était très contents, que le fait d'avoir enfin, je trouve que c'est particulièrement émouvant ce qu'il dit à la fin, hein, et que finalement il se dit dans ma famille, qui va en prendre soin, et ici au musée. Et aussi dans la collaboration avec le musée, quand il dit, là il y a un dessin de mon oncle, donc son oncle a été tué pendant la guerre, et il montre un dessin où on voit la fumée, et en fait c'est le conservateur adjoint du musée qui venait de les montrer juste avant, qui avait exactement la photo du lieu avec la fumée que son oncle avait dessinée. Donc, il y a des découvertes comme ça entre ce que connaissent les conservateurs, les directeurs de musées, quand il n'y a pas forcément toujours de conservateur en titre, hein, et donc c'est exactement ce que dit M. Fortin. Voilà, moi j'ai appris aussi, j'apprends aussi plein de choses. Et le personnel du musée de Flandre Sud, il y a un personnel assez important affecté à la recherche, et ils nous ont dit que tout ce que disait Philippe Osterling, notamment par exemple sur les bougies chinoises, etc., mais en fait ils ne connaissaient pas du tout ces objets. Et donc ils sont ravis eux-mêmes, enfin ils disaient même qu'il faudrait là vraiment faire une vraie collecte de tous les récits, parce que nous-mêmes, dans le musée, et au début c'était un peu l'idée qu'on avait, c'était de faire ce recueil pour l'annexer aux fiches d'objets. Hein, donc puisqu'il y avait comment dire, il n'y a pas vraiment d'index, enfin, ça dépend des musées, mais se dire à la fiche d'objet, on peut annexer un film qui va l'expliquer. Puis on s'est rendu compte que chaque fois qu'on le passait, ça intéressait les gens, que donc il valait mieux prévoir aussi quelque chose qui soit du grand public. Voilà, je ne vais pas continuer trop longtemps, je vais terminer. Alors, je ne sais pas comment je fais pour... Je vais repartir. Voilà, donc, pardon, je vais revenir à la précédente.
je reprends ce que disait M. Fortin. J'aimerais rajouter une chose, ce chapeau-là me fait connaître des gens qui connaissent mon père, qui ont des interviews avec mon père. C'est une dynamique au fond. Et c'est un petit peu tout ce qu'on voulait développer dans ce partenariat de projet. Et je voudrais conclure sur la question de considérer les témoins en fait, comme des médiateurs et des partenaires du projet. Donc en fait, c'était important, je crois aussi, de valoriser la participation de certains acteurs à la construction patrimoniale, et c'est aussi possible grâce à un processus interculturel de mise en commun. Voilà, comme il le dit, cet héritier, en fait, il y a une dynamique qui se crée, dans laquelle, en fait, la médiation qui va être produite pour le public, elle résulte aussi de cette mise en commun de compétences. C'est-à-dire, collectivement, alors, je crois que c'est important de dire quand même que collectivement, on est tous partis dans ces deux projets sur un point d'accord. C'est-à-dire qu'on ne considère pas les objets comme un passé fossilisé, mais comme des témoins, alors on va mettre vivants entre guillemets, hein, parce que voilà, attestant de la guerre et de la vie des hommes, mais qui sont, pourquoi vivants aussi? Parce qu'ils sont utilisés et interprétés dans des pratiques culturelles des familles. Et je trouve que ce qu'on voit avec ces objets d'héritiers, plus encore qu'avec les collectionneurs, mais comme Philippe Cousterin, d'autres collectionneurs sont liés à leurs objets, c'est qu'en fait ces objets vivent toujours dans les familles. En fait. Même si les familles, là du côté allemand c'est un prêt, Monsieur Fortin c'est aussi plus ou moins un prêt, mais ces objets ont toujours du sens pour eux, et M. Lietz le dit très bien en fait, hein, il y a toute une famille qui a vécu, alors avec des non-dits, avec... voilà, donc ce sont en fait aussi des objets qui... en fait, en croisant les connaissances qu'en ont les familles, les connaissances qu'en ont les musées, parce que, par exemple, le musée naval de Québec, le directeur a beaucoup d'enseignements sur les objets qu'on leur a prêtés. Grâce aux documentations aussi, on voit à quel point ces gens se documentent. Et puis, dans la famille Hardwick, par exemple, en Allemagne, il y a des cousins ou des frères qui ont donné des objets à Ernest en disant tiens, ben, puisque tu vas faire ça avec le musée naval, en fait ton père nous avait remis ça à telle époque, finalement nous on va rien faire, voilà, on va te le donner. Donc c'est un processus en fait, et la méthode de travail collaboratif permet aussi de rendre compte de pratiques différentes du patrimoine, qui sont partageables aussi, et l'idée c'est de faire partager au public cette vie des objets patrimoniaux qui n'est pas qu'une vie d'objet de musée. Alors, là j'ai passé sous silence, j'en ai dit à peine un petit mot. Bien entendu, tout ça c'est compliqué en même temps, c'est-à-dire qu'on croise différentes cultures, des logiques professionnelles. Alors, comme on était quand même sur des temps, un projet de 3 ans, un projet de 2 ans, d'un an et demi, pardon, ce qu'on a fait c'est des temps quand même assez courts, on est quand même tout le temps allé à la facilité, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec les gens avec qui on s'accordait assez facilement. On pourrait se dire, par exemple, il y a des lieux où on a arrêté parce que c'était trop compliqué, on aurait eu le temps de discuter, d'approfondir, mais voilà, donc on est quand même, si vous voulez, on s'est donné cette facilité-là, qui était un peu, on se rend compte, ça colle, et voilà. Il s'agit aussi, parce qu'en fait, il s'agit de mener ensemble un certain nombre de tâches qui vont être réalisées par des opérateurs différents, donc il y a toujours la même, par exemple à Québec, la transcription a été faite par le musée, le tournage a été fait par une télévision. À Ypres, c'est un réalisateur avec lequel ils ont l'habitude de travailler, et je trouve que c'est le film qui a le plus de sensibilité. Donc, quand nous, on a un peu peur de lâcher notre bébé, de dire mais il n'y a que nous qui savons exactement comment il faut filmer, et ben, on s'est rendu compte à Ypres qu'un réalisateur avait fait un truc encore bien mieux que ce que nous on faisait, je trouve, du point de vue de faire ressentir les choses. Et nous, on s'est dit, bon, c'est parfait, puisque l'idée, c'est que ces projets puissent être continués, en fait. Voilà, donc ce sont des objets qui ont une biographie, je reprends le terme, à la fois familiale et publique. Et donc ça aussi, patrimoine sensible, pourquoi? Parce qu'on se rend compte que ces héritiers, ces collectionneurs, là je vais demander, il faut que je réfléchisse à ce qu'on pourra mettre sur le blog ou pas, en fait ils s'exposent publiquement. Et je peux vous dire que pour M. Fortin et M. Hardwick, c'était pas du tout évident de s'exposer publiquement et de savoir qu'il y a les objets des deux ennemis
de la guerre qui vont être mis côte à côte vis-à-vis de leur famille même. Monsieur Fortin, le Malfond, a récupéré, quand on est de Laval, a eu beaucoup de mal, il a dû se mettre d'accord avec ses frères et sœurs qui ne voulaient pas. Côté Hardwig, on bénéficie donc de cette volonté de beaucoup d'Allemands actuels de se faire pardonner des choses qui sont eux absolument pas responsables, mais que les ancêtres. Et en fait, surtout, ils veulent qu'on garde une bonne image de leur père, puisqu'il a travaillé après pour l'armée du Commonwealth. Et pendant un moment, il a arrêté, il ne voulait plus du tout être militaire, il a monté une affaire. Et puis après, il a été rappelé pour sa bonne connaissance, etc. Et il a refait une carrière dans l'armée du Commonwealth. Il faisait de la navigation aussi, on visitait les sous-marins, etc. Mais donc, si vous voulez, c'est important de dire que ces gens s'exposent. Et ils vont exposer les objets de leurs parents. Au musée, alors, quand tout le monde dit vas-y, c'est le cas pour M. Dietz, il n'y a pas trop d'enjeux, mais il y a des cas où il y a des enjeux. Donc voilà, c'est aussi le croisement de cultures différentes. Donc moi je voudrais conclure vraiment là, maintenant, en disant que pour nous, ce que montrent ces collectionneurs, c'est du point de vue de la médiation culturelle qui m'intéresse, un double travail de médiation. C'est-à-dire qu'ils montrent que l'objet lui-même est médiateur, puisque c'est l'objet qui permet de transmettre les traces des usages de la vie des hommes en temps de guerre. Et donc l'idée, c'est, moi, en tant que collectionneur, donateur, héritier, je dois faire parler de cet objet. Et elle interprète donc l'objet pour en dégager une histoire dont il est imprégné, mais pour un public. C'est-à-dire qu'ils ont tout le temps eu, en travaillant avec nous, l'idée de la transmission. Quels objets je pourrais vous montrer? Bon, Philippe Osterlin, l'objet qu'il a, il est choisi. Tiens, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour un public? Et donc, ce qu'on a tourné, c'est aussi des objets qu'il a choisis en se disant, voilà. Et puis, nous, on se rend compte aussi que la recherche, finalement, dans tout ça, c'est l'activité sociale. Et voilà, ça devient aussi un dispositif